La première fois que j'ai respiré sur Mars, c'était dans une salle blanche, derrière une vitre, à travers une caméra. Sur l'écran, un bras robotique fouillait un sol rougeâtre, sec comme une bouche sans salive. Puis le capteur a affiché un chiffre, pas un poème, pas un mystère. Une pression ridiculement basse, une atmosphère si maigre qu'elle ressemble à un drap oublié sur une corde, déchiré par le vent, troué de partout. Et là, tu comprends immédiatement. Le titre ne ment pas. Tu n'es pas venu pour une métaphore, tu es venu pour le crime. Parce que oui, c'est une scène de crime. Imagine une planète qui, autrefois, avait des rivières, des deltas, des lacs, de la pluie peut-être. Une planète qui pouvait garder la chaleur, amortir les nuits, protéger la surface. Et aujourd'hui, tu pourrais y faire bouillir l'eau dans ta main. Non pas parce qu'il fait chaud, mais parce qu'il n'y a presque rien au-dessus de toi pour empêcher l'eau de s'évaporer. Une planète où le ciel n'est pas un toit, mais une fuite. Une planète qui a été écorchée. Et voici le détail écœurant, celui qui gratte l'esprit comme du sable dans les dents. Mars n'a pas seulement perdu son atmosphère, Mars s'est fait siphonner, lentement, froidement, comme un corps laissé trop longtemps dans le vide et dont l'air se met à sortir par la moindre couture. Tu vas entendre l'histoire jusqu'au bout, parce que la fin est pire que l'idée d'une simple catastrophe. C'est une exécution en plusieurs actes. Et au milieu, il y a un twist qui change tout. Un coupable invisible que tu connais déjà, mais que tu n'accuses jamais. Tu veux savoir pourquoi l'atmosphère de Mars a disparu? Alors ferme les yeux une seconde. Imagine une mer. Pas de l'eau, une mer d'air. Sur Terre, tu n'y penses pas, parce que tu n'as pas le choix. Tu y nages depuis ta naissance. Mais sur Mars, l'air est devenu une peau trop fine, un film transparent sur une plaie. Et la question n'est pas seulement « où est passé l'air ?» La vraie question, c'est « qui l'a arraché ?» et comment la planète a-t-elle laissé faire? Au commencement de notre histoire, Mars n'est pas cette bille rouge poussiéreuse qu'on imagine. Elle est plus jeune, plus chaude, plus vivante dans ses possibilités. Elle reçoit moins de lumière du soleil que la Terre. Oui, mais ça ne l'empêche pas d'avoir quelque chose d'essentiel. Un passé où l'eau a coulé, où la géologie a travaillé comme un cœur qui bat. On le sait parce que la surface porte des cicatrices qui ne trompent pas. Des vallées ramifiées, des chenaux, des deltas en éventail, et des sédiments déposés couche après couche, ce ne sont pas des griffures au hasard, ce sont des signatures. Et pour que l'eau liquide reste stable longtemps, il faut deux choses. De la pression et de la chaleur. Pas forcément un paradis tropical. Juste assez de couverture au-dessus de la tête, une atmosphère capable d'empêcher la planète de perdre toute sa chaleur la nuit, capable de maintenir une pression suffisante pour que l'eau ne se transforme pas instantanément en vapeur ou en glace. Alors, acte prime. Mars a eu une chance. Mais une chance, ce n'est pas une promesse. Le problème de Mars commence dans sa taille. Mars est plus petite que la Terre. Ça a l'air anodin, presque mignon. Mais la taille est un destin. Plus une planète est petite, plus elle se refroidit vite, comme une tasse de café. Petite, elle perd sa chaleur en quelques minutes. Grande, elle tient plus longtemps. La Terre a un intérieur qui reste dynamique. Mars, elle, a un intérieur qui s'épuise plus vite. Et dans ce détail se cache une arme. Le champ magnétique. Sur Terre, tu vis sous un bouclier invisible, un champ magnétique global, qui détourne une partie du vent solaire. Ce flux de particules chargées qui jaillit du Soleil et frappe tout le système solaire comme une tempête permanente. Sans bouclier, ces particules peuvent frapper la haute atmosphère, la chauffer, la bousculer, arracher des atomes et des molécules, et les envoyer se perdre dans l'espace. Mars, elle, aujourd'hui, n'a pas de champ magnétique global fort comme celui de la Terre. Elle a des restes, des zones aimantées dans sa croûte, des cicatrices de magnétisme fossilisé. Comme si la planète avait eu un bouclier, puis l'avait laissé tomber. Comme si le moteur s'était arrêté. Le moteur, c'est une dynamo planétaire. Un noyau métallique liquide en mouvement, brassé par la chaleur interne, qui crée le champ magnétique. Tant que ça tourne, tu as un bouclier. Quand ça s'arrête, tu te retrouves nu. Et c'est là que l'histoire devient malsaine, presque intime. Une planète peut mourir sans exploser, sans bruit, sans feu. Elle peut mourir en se refroidissant, lentement, comme un animal qui cesse de frissonner. Donc Mars se refroidit plus vite, son noyau perd de l'énergie. La dynamo faiblit, le champ magnétique global s'éteint ou s'effondre. Et soudain,
La haute atmosphère martienne est exposée au vent solaire bien plus directement. Sauf que, voilà le twist numéro 1. Même sans champ magnétique, une atmosphère ne disparaît pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas une porte qu'on ouvre, c'est une serrure qu'on ronge. Il faut du temps. Et surtout, il faut comprendre les différentes façons de voler une atmosphère. La première façon est la plus simple. La planète n'arrive pas à retenir ses gaz. Les molécules bougent, vibrent, se cognent. Certaines vont très vite. Si la gravité est faible, certaines finissent par atteindre une vitesse qui leur permet de s'échapper. C'est comme une foule dans une gare. La plupart restent, mais quelques-uns trouvent une sortie et s'en vont. Sur une planète plus petite, avec une gravité plus faible, la fuite est plus facile. Mais ce mécanisme seul ne suffit pas à expliquer la scène de crime martienne, parce que Mars n'a pas seulement perdu des gaz légers. Elle a perdu une bonne partie de son épaisseur, de sa capacité à être un manteau. Alors, deuxième façon, le vent solaire qui arrache, imagine des particules chargées qui percutent la haute atmosphère et transfèrent leur énergie, ça chauffe, ça ionise. Ça transforme des molécules en particules chargées qui peuvent être capturées par les champs électromagnétiques du vent solaire et, emportées comme des grains de poussière dans une bourrasque, une atmosphère peut être pulvérisée, petit à petit, atome par atome. Et ça, c'est précisément ce qui rend l'histoire répugnante. Ce n'est pas une catastrophe spectaculaire. C'est une extraction. Comme si on te rasait la peau avec une lame microscopique, jour après jour, sans que tu puisses saigner assez pour que quelqu'un s'inquiète. Mais attends, parce que le troisième mécanisme est encore plus cruel. L'eau elle-même peut devenir une victime collatérale. L'eau sur Mars n'est pas seulement de l'eau. C'est une promesse. C'est une mémoire. Mais l'eau est fragile à la surface. Avec moins de pression et moins de protection, elle peut se sublimer, passer de glace à vapeur ou s'évaporer très vite. Et une fois dans l'atmosphère, la vapeur d'eau peut être cassée par la lumière ultraviolette du Soleil. Elle se dissocie en hydrogène et oxygène, et l'hydrogène, léger, s'échappe facilement vers l'espace, comme si la planète transpirait, et que sa sueur s'envolait pour ne jamais revenir. Tu vois le tableau? Même si Mars avait de l'eau, même si elle avait des rivières, elle pouvait perdre ce trésor goutte par goutte, en perdant surtout l'hydrogène, laissant derrière elle de l'oxygène qui, lui, peut réagir avec les roches. Résultat, l'eau disparaît sans forcément partir sous forme d'océan qui s'évapore. Elle disparaît en devenant chimie, en s'attachant aux minéraux, en rouillant le monde. Et là, ton cerveau fait une connexion. Rouille, Mars rouge. Le rouge martien n'est pas juste une couleur esthétique. C'est le visage d'une planète oxydée, une planète dont la surface a été travaillée par l'oxygène. Pas forcément respirable, mais suffisamment présent dans l'histoire chimique, pour te laisser cette teinte de sang séchée. Voilà la satisfaction. Tu as bien trouvé ce que tu cherchais? Pas une réponse magique, mais une mécanique implacable. Taille, refroidissement, champ magnétique, vent solaire, fuite des gaz, dissociation de l'eau, mais on n'est pas au bout. Parce que le plus grand piège de cette histoire, c'est que nous aimons les récits simples. Un jour, Mars a perdu son champ magnétique. Et hop, son atmosphère est partie, et ça, c'est trop propre, trop rassurant. Une belle phrase, un coupable unique. La réalité, elle, est plus vicieuse. L'atmosphère martienne n'a pas disparu d'un seul coup. Elle n'a pas été prise en étau. Et même quand tu sais comment, il reste une question qui fait monter la tension. Pourquoi Mars n'a pas pu se refaire une atmosphère? Pourquoi elle n'a pas rebondi? Parce qu'une planète peut perdre de l'air et en regagner. Les volcans peuvent recracher des gaz. L'intérieur peut relâcher du CO2, de la vapeur d'eau, du soufre. Si le cycle est actif, l'atmosphère peut être alimentée. Sur Terre, le volcanisme et la tectonique aident à recycler, à réguler. Mars, elle, a eu des volcans gigantesques. Des montagnes si vastes qu'elles ressemblent à des continents empilés. On pourrait croire qu'elle a eu de quoi regonfler son ciel comme un ballon. Mais c'est là que l'histoire serre la gorge. Mars a peut-être soufflé beaucoup, au mauvais moment, et pas assez longtemps. Quand l'intérieur refroidit, le volcanisme finit par décliner, et sans tectonique des plaques actives comme sur Terre, la planète recycle moins efficacement certains éléments. C'est comme une usine qui, au début, tourne à plein régime, puis perd son énergie, puis finit par n'émettre que quelques soupirs. Et pendant ce temps, le vent solaire n'attend pas, la lumière UV n'attend pas, la gravité faible n'attend pas,
Ce sont des voleurs patients, des voleurs qui travaillent même quand tu dors. Alors, laisse-moi te poser une image. Imagine Mars comme une forteresse. Au début, elle a des murs, une atmosphère plus épaisse, une chaleur plus stable, peut-être un champ magnétique, et surtout une hydrosphère en mouvement. Et puis, les murs se fissurent, le bouclier magnétique tombe, les portes restent entr'ouvertes. Et là, au lieu d'un assaut brutal, ce sont des pickpockets cosmiques qui entrent chaque jour, prennent une poignée d'air, une poignée d'eau, et ressortent. Tu ne vois pas la différence d'un jour à l'autre. Mais au bout de millions d'années, la forteresse sonne creux, les couloirs résonnent. Il ne reste que de la poussière. Et il y a un autre élément, plus dérangeant encore. Mars n'a pas seulement été dépouillé par l'espace. Mars a aussi stocké une partie de son atmosphère ailleurs, dans le sol. Le CO2, par exemple, peut se retrouver piégé sous forme de glace, ou emprisonné dans des minéraux carbonatés. L'eau peut se retrouver sous forme de glace dans le sous-sol, dans des dépôts polaires, ou liée chimiquement. Une atmosphère n'est pas seulement dans le ciel, c'est un budget. Un compte bancaire, et Mars a déplacé une partie de ce compte vers ses roches, comme si elle avait caché son argent sous le matelas. Sauf que, maintenant, elle n'arrive plus à le remettre en circulation. Tu comprends pourquoi cette histoire est addictive? Parce que ce n'est pas seulement Mars est morte. C'est Mars a été transformé, et chaque transformation laisse un indice. Mais pour l'instant, on est encore au début du drame. Acte 1. C'est l'innocence et les premiers signes. Et les premiers signes, ce sont ces traces d'eau et cette question qui te colle au palais. Si Mars était assez douce pour l'eau, alors, elle devait avoir un ciel plus épais, un ciel qui amortissait, un ciel qui tenait chaud, un ciel qui protégeait. Alors, qu'est-ce qui a accéléré la chute? Qu'est-ce qui a fait basculer la planète du possible vers le désert? C'est là que l'acte 2 commence à se dessiner dans l'ombre. Quand tu enlèves le bouclier, tu ne fais pas que perdre de l'air. Tu changes le destin thermique de la planète, parce que moins d'atmosphère, c'est moins d'effet de serre, donc plus de froid, donc plus de glace, donc moins d'eau liquide, donc moins de vapeur d'eau, donc moins d'effet de serre. Un cercle vicieux, une spirale. Mars n'a pas seulement perdu. Mars a glissé, et dans cette spirale, il y a un moment où l'eau cesse d'être un fleuve et devient une arme contre elle-même. En se retrouvant sous forme de vapeur haute dans l'atmosphère, elle se fait casser et son hydrogène s'enfuit. Chaque fuite d'hydrogène, c'est une fuite d'eau potentielle. Comme si la planète perdait sa mémoire en petits fragments, chaque fragment étant une pièce de puzzle qui ne reviendra jamais. Si tu ressens un petit frisson de dégoût, c'est normal. Parce que ce n'est pas une histoire d'explosion. C'est une histoire d'assèchement. Et l'assèchement, c'est intime. C'est la langue qui colle. C'est la peau qui craque. C'est la gorge qui brûle. C'est une planète qui devient un désert, non pas parce qu'elle a choisi, mais parce que les conditions ont rendu la vie liquide, humiliée. Alors maintenant, on va faire quelque chose de très simple, mais très dangereux. On va remonter le temps comme on rembobine une scène. Et on va chercher le moment précis où Mars a commencé à perdre irrémédiablement son ciel. On va suivre les indices. Le magnétisme fossile, la chimie de l'eau, les marques du vent solaire, les gaz qui s'échappent, et surtout, la question la plus cruelle, si le Soleil est le coupable, pourquoi la Terre n'a-t-elle pas subi le même sort? Garde cette question en tête. Elle a l'air évidente. Elle ne l'est pas. Et la réponse va te forcer à regarder la Terre comme si elle aussi était en sursis, comme si notre atmosphère était un miracle technique, pas un décor naturel. Tu as gardé la question en tête, j'espère, parce que c'est elle qui ouvre la porte de la salle où l'on range les vrais coupables. Si le Soleil arrache l'air de Mars, pourquoi la Terre respire encore? La réponse la plus simple serait « parce que la Terre est plus grande ». Et c'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la vérité, une partie confortable. Une partie qui fait croire que la catastrophe martienne était écrite d'avance, comme une malédiction gravée dans la masse d'une planète. La vérité complète est plus inquiétante. Mars a perdu son atmosphère au moment exact où le Soleil était le plus dangereux. Pas un Soleil romantique, pas un disque doré pour poète. Un Soleil jeune, hyperactif, violent, qui crache des tempêtes comme un animal blessé. Imagine notre étoile dans son adolescence. Elle tourne plus vite, elle a plus de taches, plus d'éruptions, plus de jets de particules. Elle bombarde l'espace d'ultraviolets et de particules chargées. Et ce bombardement,
c'est un couteau. Pas un coup unique, mais une lame qui gratte. Mars, petite, en train de refroidir, perd son bouclier magnétique global. Elle se retrouve face à ce soleil adolescent au pire moment. Un mauvais timing cosmique, mais un timing qui tue. Et maintenant, on entre dans l'acte 2, celui où l'histoire se resserre comme un nœud, car perdre une atmosphère, ce n'est pas un mécanisme, c'est un ensemble de méthodes, une bande organisée. Et chacune laisse une signature différente, comme des empreintes de doigts sur une vitre. D'abord, il y a la fuite la plus propre, la plus silencieuse. La fuite thermique. Des molécules, dans la haute atmosphère, qui bougent tellement vite qu'elles finissent par s'échapper. Sur une planète plus légère, l'évasion est plus facile. L'hydrogène part presque sans résistance, comme une blague qu'on souffle à l'oreille du vide. L'hélium suit. Et quand tu perds l'hydrogène, tu ne perds pas seulement un gaz. Tu perds une moitié d'eau potentielle. Mais voici le premier twist de cette partie. L'atmosphère ne se vide pas toujours par le haut, elle peut aussi se faire transformer, puis aspirer. Le vent solaire ne se contente pas de souffler. Il électrise, il ionise, il transforme des atomes neutres en particules chargées, qui se comportent comme de la limaille de fer autour d'un aimant. Et quand ta planète n'a plus de bouclier global, ces particules chargées deviennent des proies faciles. Elles peuvent être capturées, accélérées et emportées. Ce mécanisme-là, c'est presque obscène, parce qu'il ressemble à un vol à la tire. Tu marches, tu vis, tu ne sens rien. Et quelqu'un, t'as déjà pris ton portefeuille? Puis il y a une méthode encore plus brutale, presque sadique. La pulvérisation, le sputtering. Le mot lui-même fait penser à une crachouille, à une salive projetée. C'est exactement ça, mais à l'échelle planétaire. Des ions énergétiques frappent la haute atmosphère et arrachent des atomes comme on arrache des grains sur une peau. Chaque impact libère d'autres particules, qui peuvent ensuite s'échapper. C'est une érosion, un ponçage, un décapage cosmique. Et dans le même temps, il y a la lumière. L'ultraviolet, cette lumière qui casse des molécules en morceaux. Elle fracture l'eau, elle fracture d'autres composés. L'hydrogène, encore lui, s'enfuit. L'oxygène, plus lourd, peut aussi s'échapper dans certains processus. Mais souvent il réagit, il mord la roche, il rouille le monde. C'est un banquet chimique qui ne nourrit personne. Alors, tu pourrais croire qu'on a déjà le scénario complet. Le bouclier tombe, le soleil attaque, l'air s'en va, mais l'histoire n'est pas si linéaire. Elle a des retours, des coups de théâtre, des moments où Mars essaie de reprendre son souffle, et où quelque chose l'en empêche. Parce qu'il y a un autre acteur, moins glamour, plus pervers. La température du sommet de l'atmosphère. Sur Terre, la haute atmosphère peut être chauffée par le Soleil, mais notre planète dispose d'un ensemble de mécanismes qui amortissent, redistribuent, protègent. Sur Mars, lorsque la haute atmosphère est chauffée, elle gonfle, elle s'étend, elle devient plus facile à grignoter. C'est comme un manteau qu'on étire. Plus tu l'étends, plus les mailles s'ouvrent. Et c'est là que je veux t'offrir une image qui colle au cerveau. Mars est une bouteille ouverte dans une pièce où le ventilateur tourne en permanence. Au début, il y a encore du parfum dedans. Et puis tu oublies la bouteille, tu reviens plus tard. Elle a toujours l'air intacte. Mais la pièce a pris l'odeur. Et la bouteille est vide. Tu ne peux pas dater le moment exact où elle s'est vidée. Tu sais juste que c'est arrivé pendant que tu ne regardais pas. Acte 2, c'est ça. Le moment où Mars ne comprend pas qu'elle est en train de perdre tout ce qui la rend habitable. Maintenant, la question, pourquoi pas la Terre? Revient, plus insistante, presque agressive. La Terre a 3 avantages majeurs. Et ces avantages, mis bout à bout, ressemblent à une conspiration en faveur de la vie. Premier avantage, la gravité. La Terre est plus massive. Elle serre ses molécules plus fort. Les gaz ont plus de mal à atteindre la vitesse de fuite. C'est un verrou simple, mais puissant. Deuxième avantage, un bouclier global durable. Notre champ magnétique existe depuis très longtemps. Il n'est pas parfait. Il n'est pas une armure totale. Le vent solaire touche aussi la Terre. Mais il détourne et structure une partie des attaques. Il canalise, il dévie, il réduit l'érosion directe de la haute atmosphère. C'est comme une digue qui empêche les vagues les plus violentes de frapper la maison de plein fouet. Troisième avantage, une planète qui recycle. La Terre possède une tectonique active, des plaques qui bougent, une respiration géologique. C'est crucial, parce que l'atmosphère n'est pas seulement un stock, c'est un système régulé.
Le CO2 peut être absorbé, stocké dans les roches, puis relâché par le volcanisme. Ce cycle, à l'échelle du temps long, agit comme un thermostat. Il empêche la planète de tomber trop facilement dans un extrême. Mars, elle, a eu des épisodes volcaniques impressionnants, mais elle n'a pas gardé cette respiration aussi longtemps, et elle n'a pas le même recyclage global. Mais voici le twist numéro 2, celui qui fait mal. Le champ magnétique n'est pas un super pouvoir absolu. On aime raconter l'histoire comme si bouclier magnétique, atmosphère sauvée. Or ce n'est pas si simple. Le champ magnétique protège de certaines formes d'érosion. Mais il peut aussi canaliser des particules vers les pôles, créer des aurores, exciter et chauffer des régions. Il protège, oui, mais il transforme aussi l'interaction. La différence, c'est que la Terre a la masse et le recyclage pour amortir ses pertes sur le long terme. Mars, elle, a été coincée avec une faiblesse multiple. Moins de gravité, pas de bouclier global stable, et une alimentation atmosphérique qui s'essouffle. Et maintenant, on doit parler du détail qui rend tout cela presque prouvable, presque tangible. Les isotopes. Tu sais ce que c'est, un isotope? C'est le même élément, mais avec des masses différentes. Et le cosmos adore trier par masse. Les isotopes plus légers s'échappent plus facilement, les plus lourds restent davantage. Donc si une planète a perdu beaucoup d'atmosphère par échappement, il reste un signal. Un enrichissement en isotopes plus lourds dans ce qui demeure. C'est là que l'enquête devient réellement une enquête. Mars porte dans ses gaz restants une sorte d'accent, une déformation statistique, un goût de lourdeur. Comme si, dans une foule, tous les gens les plus rapides avaient quitté la salle, ne laissant que ceux qui courent moins vite. Ce n'est pas une preuve unique, ce n'est pas un verdict simple, mais c'est une empreinte qui pointe vers une perte progressive, longue, profonde. Et quand tu réalises ça, tu comprends que la disparition de l'atmosphère martienne n'est pas un mythe. C'est un bilan comptable écrit dans la chimie. Mais l'acte 2 exige plus qu'une explication. Il exige une montée de tension. Alors je vais te montrer la partie la plus dérangeante de l'histoire. Mars a peut-être perdu son atmosphère en plusieurs saisons de massacres. Pas une fuite uniforme et calme. Plutôt des périodes où l'érosion s'accélère. Comme si le soleil, de temps en temps, appuyait plus fort sur la lame. Des périodes de tempêtes solaires extrêmes, des épisodes où l'atmosphère gonfle, s'expose, se fait arracher plus vite. Tu peux imaginer une série de coups, espacés dans le temps. Chaque coup n'anéantit pas la planète, mais chaque coup enlève une couche. Et au milieu de ces coups, il y a l'autre horreur douce. La poussière. Mars est connu pour ses tempêtes de poussière. Certaines peuvent envelopper une grande partie de la planète. La poussière modifie l'énergie dans l'atmosphère. Elle absorbe et redistribue la chaleur. Elle change la circulation. Elle peut affecter la hauteur à laquelle certaines molécules montent, et quand tu changes la structure de l'atmosphère, tu changes aussi la manière dont elle fuit. Je ne suis pas en train de dire « la poussière a tué Mars ». Ce serait trop romanesque, trop simpliste. Mais je te dis quelque chose de plus troublant. Une planète qui perd son atmosphère devient plus vulnérable aux événements qui accélèrent cette perte. Elle devient plus nerveuse. Les variations comptent davantage, les extrêmes mordent plus fort. Et maintenant, on arrive à l'instant où l'histoire se transforme en tragédie. Quand l'atmosphère s'amincit, l'eau liquide devient instable à la surface. Les rivières cessent. Les lacs se retirent. Les deltas se fossilisent. La planète passe d'un monde où l'eau sculpte le paysage à un monde où l'eau est une rumeur, une légende écrite dans la pierre. Mais attention! Ce n'est pas forcément un basculement propre. Imagine une période intermédiaire, une Mars entre deux, pas encore entièrement morte, mais déjà malade. Des épisodes où, localement, brièvement, l'eau peut encore exister. Des saisons de fonte, des débordements, des écoulements sporadiques. Une planète qui, par moments, se rappelle ce qu'elle était, puis retombe. Et voici le twist numéro 3, plus cruel encore. Même si tu ramenais aujourd'hui une grande quantité de CO2 sur Mars, tu n'obtiendrais pas automatiquement une Mars bleue, parce que l'histoire n'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de système. Une atmosphère plus épaisse augmente la pression, oui, mais si le Soleil et le vent solaire continuent d'éroder, si la planète n'a pas de dynamo global durable, si le sol continue de piéger et de transformer, alors tu te bats contre un tapis roulant. C'est l'image du cauchemar. Tu remplis une baignoire, sans bouchon. Et tu sais ce qui rend cette image encore plus écœurante?
c'est que Mars possède encore de l'atmosphère. Il y en a encore une. Très fine, mais réelle. Et elle continue de fuir. Aujourd'hui encore, à l'échelle cosmique, c'est un robinet ouvert. Un robinet minuscule, certes, mais ouvert. Donc acte 2, c'est l'érosion, les mécanismes, les signatures. L'idée que la planète a été littéralement exposée à une machine à arracher l'air, mais on n'a pas encore parlé du dernier acteur sournois, celui qui rend l'histoire presque personnelle. Les impacts. Dans les premiers temps du système solaire, les collisions étaient plus fréquentes, et un gros impact n'est pas juste un trou dans le sol. C'est une onde de choc globale. Ça peut chauffer, vaporiser, injecter des matériaux dans l'atmosphère, modifier sa composition. Selon les conditions, ça peut aussi aider à perdre une partie de l'air, en le chauffant et en le projetant vers le haut, en rendant l'échappement plus efficace. Mais, paradoxalement, certains impacts peuvent aussi apporter des volatiles, comme si la planète recevait en même temps des coups et des cadeaux empoisonnés. C'est là que la narration devient piégeuse, et c'est voulu. Tu voudrais une ligne claire, une seule flèche. Or, Mars a vécu dans un environnement chaotique. Des pertes, des apports, des cycles, des périodes d'activité et de silence. Et au milieu de tout ça, un fait domine. Sur le long terme, les pertes ont gagné. Et quand les pertes gagnent, la planète change de nature. Elle devient un autre type de monde. C'est ici que je resserre la corde dramatique. La disparition de l'atmosphère n'est pas seulement un événement passé, c'est une leçon sur la fragilité des mondes. Parce que, si tu comprends Mars, tu comprends que respirer est un luxe géologique. Et voici le moment où je plante un clou dans ton imagination. Un clou qui doit rester jusqu'à la fin du film. Sur Mars, si tu te tenais debout sans protection, ton sang ne gèlerait pas comme dans un film. Il commencerait à bouillir dans certains endroits, parce que la pression est trop faible. Pas une ébullition spectaculaire, mais une trahison du corps par la physique. L'eau dans tes tissus chercherait à s'échapper. Tes yeux, ta salive, l'humidité de tes voies respiratoires, tout deviendrait un champ de bataille. La planète n'aurait même pas besoin de te tuer activement. Elle te laisserait simplement exposé à l'absence de toi. Ça, c'est ce qu'une atmosphère empêche. C'est ce qu'une atmosphère fait pour une planète habitée. Elle n'est pas un décor. Elle est la condition de la douceur. Et Mars a perdu cette douceur, parce que ses verrous ont cédé au moment où l'agresseur était le plus violent. Maintenant, la tension est prête pour l'acte 3, celui où l'on répond à la question la plus obsédante de toutes. Où est passée la plus grande part de l'eau? Et pourquoi certaines traces ressemblent à des promesses encore vivantes? Parce qu'il reste des glaces, il reste du sous-sol, il reste des indices qui ne collent pas à l'idée d'un monde entièrement fini. Et c'est là que l'histoire va te retourner. La planète n'est peut-être pas seulement une victime. Elle est aussi une cache. Tu crois que l'histoire va s'arrêter là, avec un ciel arraché et une planète desséchée? Ce serait propre, trop propre. La réalité de Mars est plus vicieuse. Une partie de ce qu'elle a perdu n'est pas partie dans l'espace. Une partie a été enterrée, emprisonnée, dissimulée. Et c'est ici que ton esprit bascule. Parce que tu comprends que Mars n'est pas seulement une victime du Soleil. Mars est aussi une planète qui a avalé son propre souffle. Tu te souviens de l'image de la baignoire sans bouchon. Acte 3 commence au moment où tu réalises que Mars avait en plus une éponge, au fond. Une éponge minérale, froide, immense, prête à boire. Visualise la scène. Il y a des milliards d'années, le ciel de Mars est plus épais. Sa surface peut accueillir de l'eau liquide moins par épisode, peut-être longtemps dans certaines régions. Des rivières creusent des vallées. Des lacs déposent des couches de sédiments comme des pages de livres, et puis la pression baisse, la température chute, les épisodes d'eau deviennent plus rares, plus violents, plus brefs, comme des sursauts d'un malade. Mais chaque fois que l'eau apparaît, elle ne fait pas que couler. Elle réagit. Sur Terre, quand l'eau réagit avec les roches, tu as des sols, des argiles, des carbonates, des cycles. C'est banal parce que la Terre continue, mais sur Mars, ce banal devient un piège. La planète commence à transformer son atmosphère en pierre. Le CO2, par exemple, peut être capturé, pas seulement sous forme de glace saisonnière ou polaire, mais aussi sous forme minérale, dans des carbonates. Ce processus est lent, oui, mais à l'échelle d'une planète, le lent devient colossal. Un peu comme une goutte d'eau qui tombe sur une dalle. Au bout de 10 secondes, tu ris. Au bout de 10 000 ans, tu as un trou. Et pendant que Mars stocke une partie de son CO2 dans ses roches,
Le ciel s'amincit encore, moins d'effet de serre, plus de froid, plus de glace, moins d'eau liquide stable. Et là, tu entends le cliquetis du cercle vicieux se refermer. Quand la planète se refroidit, l'eau se fige. Quand l'eau se fige, elle n'alimente plus l'atmosphère en vapeur. Quand la vapeur baisse, l'effet de serre baisse. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'idée, même d'une pluie, devienne une absurdité. Mais Mars n'a pas seulement refroidi, Mars a changé de texture. Le sol martien n'est pas un simple sable rouge. C'est un laboratoire de chimie agressive, une poussière fine, oxydante, qui a été exposée à un rayonnement que la Terre filtre mieux grâce à son atmosphère épaisse et son ozone. Sur Mars, la surface est bombardée, stérilisée en surface, comme si le Soleil voulait s'assurer qu'aucune peau vivante ne reste intacte. Et voilà un fait qui choque quand tu le visualises. Sur Mars, la surface est une scène où les molécules sont cassées plus facilement, où l'énergie du Soleil peut frapper plus directement. Dans cet environnement, même si tu libères des gaz, même si tu essaies de regonfler le ciel, tu dois lutter contre une machine à fuite et une machine à dégradation. Alors où est l'eau? C'est la question qui fait monter la tension jusqu'à tordre le récit. Parce que l'eau, on l'a vu, pas avec nos yeux, mais avec la géométrie des paysages. Vallées, deltas, dépôts lacustres. Et aujourd'hui, tu vois encore de la glace au pôle. Tu suspectes de la glace sous la surface. Tu imagines des réservoirs gelés comme des organes endormis. Mais si Mars avait eu assez d'eau pour sculpter tout ça, alors il manque quelque chose. Un manque trop grand pour être une simple évaporation. Et c'est là que le twist le plus dérangeant arrive. Une planète peut perdre son eau de deux façons simultanées. En l'envoyant dans l'espace et en la cimentant dans ses roches, le premier chemin, tu le connais. L'eau monte en vapeur. La lumière UV casse H2O. L'hydrogène s'enfuit. L'eau est littéralement démembrée. Le second chemin est plus silencieux. L'eau réagit avec les minéraux, forme des argiles hydratées, des hydroxydes, des structures qui retiennent des molécules d'eau dans leur architecture. Ce n'est plus un lac, ce n'est plus une rivière, c'est de l'eau devenue squelette. Et voici l'image qui doit te rester en tête, parce qu'elle est à la fois fascinante et un peu répugnante. Mars a bu ses océans comme on boit du sang dans du sable. Pas un acte dramatique, pas une gorgée, une absorption lente. Une planète qui absorbe l'humidité dans ses pores minéraux, pendant que l'autre moitié de l'eau s'évapore et s'enfuit en hydrogène dans l'espace. Tu te dis peut-être, d'accord, mais alors pourquoi Mars n'a-t-elle pas simplement gardé une grande banquise stable et une atmosphère un peu plus épaisse? Parce que l'atmosphère et l'eau sont liées par la pression. Quand la pression diminue, l'eau liquide n'a plus sa place. Elle devient instable. Même une banquise peut sublimer, passer directement en vapeur, et cette vapeur, au sommet de l'atmosphère, devient une cible. Et là, on touche le nerf du récit. Mars est passé d'un monde où l'eau était une architecte à un monde où l'eau est une fugitive. Sur Terre, l'eau façonne le paysage avec une certaine régularité. Sur Mars, dans sa phase de déclin, l'eau devient un événement, un accident, une apparition. Et quand quelque chose n'apparaît que par intermittence, ça laisse des traces étranges, ambiguës, parfois trompeuses, comme un message, laissé par quelqu'un qui sait qu'il n'aura pas le temps d'expliquer. C'est pour ça que Mars a longtemps été une planète de faux espoirs. Chaque nouvelle trace ressemble à une promesse. Puis la promesse se dérobe. Tu vois une forme, tu imagines un filet d'eau, puis tu réalises que la poussière et la glace peuvent imiter l'eau. Tu crois entendre un murmure, mais c'est un écho. Et pourtant, il y a des indices qui refusent de mourir. Mars possède encore des glaces, et pas seulement au pôle. Il y a des endroits où le sous-sol peut être gelé comme une crypte. Imagine un monde où, à quelques mètres ou dizaines de mètres sous tes pieds, il existe peut-être des couches de glace, des lentilles, des dépôts protégés du soleil direct. C'est comme une réserve cachée derrière une porte verrouillée. Une réserve qui n'alimente plus le ciel, mais qui existe encore. À ce stade, l'histoire pourrait devenir une simple enquête géologique. Mais ce n'est pas ce que tu veux écouter. Ce que tu veux, c'est la chair dramatique. Le moment où l'on comprend que tout cela est arrivé parce que Mars a perdu le contrôle de son cœur interne. Parce que le noyau d'une planète, ce n'est pas un détail, c'est une source de mouvement, de magnétisme, de protection. Quand Mars se refroidit, la dynamo s'essouffle, le bouclier s'effondre. Et soudain, tout s'accélère. Pas d'un coup,
mais comme une pente qui devient plus raide au fur et à mesure que tu glisses, et voilà une scène mentale presque cinématographique. Tu es sur une plaine martienne il y a des milliards d'années. Le ciel est plus dense, peut-être voilé. Le soleil est plus faible qu'aujourd'hui en luminosité globale, mais plus brutal dans ses humeurs. Une tempête solaire éclate. Tu ne la vois pas comme un éclair. Tu la sens comme une pluie invisible de particules qui frappent la haute atmosphère. Le sommet du ciel chauffe, gonfle, s'étend. Les atomes se mettent à fuir plus vite. Certains sont arrachés. D'autres sont ionisés, capturés, entraînés. Et après la tempête, la planète a perdu une pellicule d'air, si fine que personne n'aurait paniqué, sauf un comptable du cosmos. Et la semaine suivante, un autre épisode, et un autre, et un autre. Sur des millions d'années, tu n'as pas une tempête, tu as une scie. C'est ça l'horreur. Une scie invisible. Mais l'acte 3 a besoin d'un dernier twist, quelque chose qui change la manière dont tu regardes la disparition de l'atmosphère. Alors écoute bien. L'atmosphère de Mars n'a pas seulement disparu, elle a aussi changé de forme. Quand une planète perd de la pression, certains composés se comportent autrement. Les glaces de CO2 deviennent plus importantes saisonnièrement. Les dépôts polaires respirent. Ils se déposent, ils se retirent. Une partie de l'atmosphère peut être en aller-retour avec les pôles, comme une respiration minimale. Ce n'est pas une renaissance, c'est une survie. C'est une planète qui vit sur un fil de coton. Et pendant que cette respiration minimale continue, le reste du monde martien devient un désert froid, mais pas un désert immobile. La poussière circule, les tempêtes redessinent les dunes, la planète efface certaines traces et en révèle d'autres. Mars est un archiviste cruel. Elle conserve des pages, mais elle les sabote avec du sable. Alors tu reviens à la question initiale. Pourquoi l'atmosphère a disparu? Et tu comprends que ce n'est pas une réponse, c'est un enchaînement. Mars se refroidit plus vite à cause de sa taille. La dynamo interne faiblit, le champ magnétique global s'effondre. Le vent solaire et l'UV deviennent des agents d'érosion atmosphérique. La pression baisse, l'effet de serre diminue, la planète refroidit davantage. L'eau liquide devient instable, se retire, se fige, se sublime. L'eau atmosphérique se dissocie, l'hydrogène s'échappe. Une partie du CO2 et de l'eau se retrouve piégée dans des glaces et des roches. Le volcanisme, avec le temps, ne compense plus assez les pertes, mais si je te donne cette liste comme un cours, je tue la sensation. Ce qu'il faut, c'est que tu vois Mars comme une histoire qui aurait pu tourner autrement et qui a basculé à cause de quelques faiblesses cumulées, comme une ville qui perd ses digues, puis ses pompes, puis son réseau électrique, puis son accès à l'eau. À la fin, tu ne dis pas « une digue a cassé ». Tu dis « tout a lâché ». Et maintenant, on arrive à l'instant où la narration te prend à la gorge, parce qu'elle te force à regarder le futur, pas le passé. Car Mars n'est pas seulement une tragédie martienne, Mars est un miroir. Si tu veux un vrai frisson, imagine qu'une planète habitable ne l'est pas pour toujours. Que l'habitabilité, ce n'est pas un état, mais un équilibre. Que l'atmosphère, ce n'est pas un acquis, mais une tension entre des forces qui ajoutent et des forces qui arrachent. Sur Terre, nous avons l'impression d'être protégés par la normalité. Nous respirons donc, nous croyons que respirer est normal. Mars te montre que respirer est un privilège géologique. Et voici la dernière image, celle qui te prépare au final. Mars est un monde où les rivières sont devenues des cicatrices, où les lacs sont devenus des empreintes, où l'air est devenu un souvenir. Et pourtant, sous la poussière, il reste des poches de glace, des minéraux hydratés, des archives chimiques, une planète morte en surface, qui conserve des fragments de sa vie passée comme des organes dans le formol. Ça te donne une sensation étrange, n'est-ce pas? Un mélange d'émerveillement et de dégoût, comme découvrir une créature magnifique, disséquée, comme admirer une œuvre d'art, faite de rouille et de silence. Et c'est exactement ce que doit provoquer l'acte 3. L'idée que la disparition n'est pas une fin nette, c'est une transformation. Une planète peut perdre son atmosphère et garder malgré tout des restes, assez pour te hanter. Maintenant, il ne reste qu'une dernière chose à faire pour boucler l'histoire sans la rendre propre. Répondre à la question qui plane. Depuis le début, celle qui donne envie de rester jusqu'à la dernière seconde, la question qui transforme un documentaire en thriller cosmique. Est-ce que Mars aurait pu rester habitable si son cœur avait battu un peu plus longtemps? Et si oui, qu'est-ce que cela dit de nous? C'est là que la fin arrive, non pas comme une conclusion, mais comme un coup de projecteur brutal,
Tu veux la dernière pièce, celle qui fait claquer la porte derrière toi, celle qui transforme une planète rouge en avertissement intime? Alors on va revenir au tout début. Pas au début de Mars, mais au début de cette question obsédante. Est-ce que Mars aurait pu rester habitable si son cœur avait battu un peu plus longtemps? Pour répondre, on doit faire quelque chose de presque cruel. Imaginez une Mars alternative. Une Mars où la dynamo ne s'éteint pas si tôt. Une Mars où le bouclier magnétique global tient bon pendant les périodes les plus agressives du Soleil jeune. Une Mars où l'érosion atmosphérique existe toujours, mais ralentit, se décourage, se heurte à une résistance. Dans cette version, l'atmosphère garde une épaisseur suffisante plus longtemps. L'eau liquide a plus de chances de persister, au moins par endroits. Les cycles chimiques peuvent prendre d'autres chemins. Les sédiments s'accumulent. Des deltas deviennent des plaines fertiles. Des lacs deviennent des mers intérieures. Peut-être que la vie, si elle a tenté d'apparaître, ne se fait pas étouffer aussi vite par l'assèchement. Mais voilà le twist final, celui qui rend l'histoire vraiment méchante. Même avec un bouclier magnétique, Mars reste petite. Même avec un champ magnétique, elle lutte contre sa masse, contre son refroidissement, contre son incapacité à garder un volcanisme long et régulateur à l'échelle de milliards d'années comme la Terre. Un bouclier n'est pas une potion d'immortalité, c'est du temps gagné. Du temps qui peut suffire à tout changer, ou qui peut seulement rendre l'agonie plus lente. Et là, on peut enfin dire la vérité sans phare. Mars n'a pas perdu son atmosphère à cause d'un seul événement. Mars a perdu son atmosphère parce que toutes ses défenses se sont alignées du mauvais côté. Faible gravité, refroidissement rapide, dynamo éteinte, aliments atmosphériques qui déclinent, exposition à un soleil jeune plus agressif, et en parallèle un stockage géologique, qui retire du gaz du ciel et le fige dans la pierre. Un monde peut être condamné par addition, mais l'acte 3 n'est pas seulement là pour expliquer, il est là pour frapper. Donc je vais te donner une scène que tu peux presque filmer mentalement. Une scène finale qui résume tout sans résumé. Imagine une capsule. Une simple capsule, posée sur Mars, avec une vitre. À l'intérieur, un petit récipient d'eau, rien d'exotique. L'eau de ton robinet, l'eau de la Terre. Tu ouvres la capsule. L'air terrestre s'échappe en une seconde, comme un soupir paniqué. Le récipient d'eau, lui, ne gèle pas d'abord. Il commence à se comporter comme si la réalité s'était déchirée. L'eau essaie de bouillir, pas parce qu'elle est chaude, mais parce que la pression s'effondre, puis elle se refroidit brutalement par évaporation. En quelques instants, tu as une surface qui se couvre de glace, pendant que, juste au-dessus, des molécules partent en vapeur. Le liquide n'a plus d'endroit stable où être liquide. Il hésite, il bascule, il se trahit lui-même. C'est ça, Mars aujourd'hui, une planète où l'eau à la surface n'a pas le droit d'exister longtemps. Et maintenant, le dégoût revient. Parce que si tu imagines un être vivant là-bas, il ne mourrait pas seulement de froid. Il mourrait d'une humiliation physique, d'une impossibilité fondamentale. Les fluides ne restent pas fluides, les membranes ne restent pas intactes. La planète ne tue pas avec des griffes. Elle tue avec la pression, ou plutôt avec son absence. Alors, pourquoi l'atmosphère a disparu se transforme en « comment une planète devient un endroit où l'eau est interdite ?» Et c'est là qu'on doit parler du dernier acteur, celui qui conclut tout. Le temps. On adore les événements, les explosions, les météorites, les cataclysmes. Mais l'histoire de Mars est l'histoire d'un assassin discret. Une combinaison de processus qui, sur des centaines de millions à des milliards d'années, font ce que même une apocalypse ne ferait pas aussi complètement. Le temps est l'arme, le soleil est le bras, la faiblesse martienne est la porte ouverte. Et voici un autre twist, plus philosophique, mais ancré dans la physique. L'atmosphère n'est pas seulement une enveloppe, c'est un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, entre le cœur de la planète qui dégaze et l'espace qui arrache, entre les volcans qui offrent et le vent solaire qui vole, entre l'eau qui circule et les minéraux qui capturent. Sur Terre, ce dialogue est encore vivant. Sur Mars, il est devenu un monologue du vide. Tu veux un dernier choc concret, un dernier plan qui reste en tête? Alors prends cette image. Sur Mars, la surface est couverte d'un rouge qui ressemble à une blessure ancienne. Mais ce rouge n'est pas une peinture. C'est le résultat d'une chimie qui a mangé la planète. Une planète rouillée. Une planète dont la surface a été oxydée comme du métal abandonné sous une pluie invisible. Et maintenant,
on revient à la question la plus dangereuse de toutes. Pas « pourquoi Mars ?», mais « et nous ?» Tu pourrais être tenté de dire « la Terre est différente, donc pas de souci ». Et oui, la Terre est différente. La Terre a une masse plus grande. Elle a un champ magnétique global durable. Elle a une tectonique active qui recycle et régule. Elle a un cycle du carbone et une hydrosphère massive. Elle est, pour l'instant, un monde qui sait conserver son toit. Mais l'histoire de Mars te donne une leçon qui peut te rendre inconfortable. Un monde habitable est un monde qui entretient son habitabilité, par géologie, par cycle, par équilibre. Ce que Mars t'enseigne, ce n'est pas « la Terre va perdre son atmosphère demain ». Ce serait du sensationnalisme vide. Mars t'enseigne autre chose, plus subtil et plus dérangeant. Ce que nous appelons normal est un état rare et fragile, qui dépend de conditions profondes. La Terre ne respire pas par magie. Elle respire parce qu'elle a encore un cœur chaud, des cycles actifs et une structure qui amortit les agressions de l'espace. Et là, tu peux poser la question finale, la seule qui fasse vraiment frissonner un spectateur jusqu'à la dernière seconde. Si Mars avait gardé son bouclier magnétique plus longtemps, est-ce qu'elle aurait eu assez de temps pour faire naître quelque chose qui résiste? Et si quelque chose a existé, où serait-il allé quand le ciel s'est mis à fuir? Parce que c'est le dernier twist. La vie, si elle a existé sur Mars, n'aurait pas forcément disparu au même rythme que l'atmosphère. Une planète peut devenir inhabitable en surface et garder, pendant un temps, des refuges, sous la surface, dans des pores, dans des cavités, dans des zones où la glace protège, où la roche isole, où le rayonnement est atténué. Cela ne prouve rien à lui seul. Mais narrativement, c'est une lame parfaite. Mars n'est pas seulement un cadavre. Mars peut être un tombeau ou un coffre. Et soudain, ton regard sur la planète change. Tu ne vois plus seulement un désert, tu vois une bibliothèque fermée. Les pages sont là, mais collées, et chaque mission, chaque rover, chaque instrument n'est pas un touriste. C'est un enquêteur qui gratte une lettre à la fois sur un manuscrit brûlé. Alors, comment finir cette histoire sans la rendre douce? En te ramenant à l'image du tout début, l'air comme une peau. Mars a perdu sa peau. Pas en une nuit, pas avec une explosion, mais par érosion, par fuite, par transformation chimique, par stockage dans le sol, par dissociation, par arrachement. Et quand une planète perd sa peau, elle perd aussi sa capacité à garder l'eau liquide, à adoucir ses températures, à protéger sa surface, à offrir un théâtre stable. Mars est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un monde où le ciel est trop mince pour être un toit, où le froid est trop stable pour être une saison, où l'eau est trop instable pour être un fleuve, où la poussière est une mémoire qui se déplace. Et la dernière phrase, celle qui doit sonner comme un verdict, mais aussi comme une invitation à regarder plus loin, la voilà. L'atmosphère de Mars n'a pas disparu. Elle a été négociée, pièce par pièce, entre le cœur qui s'éteignait et l'espace qui n'oublie jamais. Si tu veux que le spectateur reste, même après le générique, tu peux lui laisser ce dernier plan mental. La Terre vue depuis Mars, une étoile bleue pâle, minuscule, suspendue dans le noir, une bulle d'air, une bulle d'eau, une bulle de douceur. Pas un décor, une exception.